Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. Pierrot lunaire, martien en exil, Pierre Gripari avait tout du personnage au sens le plus littéraire du mot. Il faut dire qu'il y était sans doute prédisposé puisque sa grand-mère paternelle se prénommait Calliope et Calliope est évidemment aussi le nom d'une muse, la muse de la poésie épique et, dit-on, en tout cas dans certains mythes grecs également, la mère d'Orphée. C'est déjà une hérédité considérable. Écrivain, Pierre Gripari s'est exercé avec brio et une certaine facilité et un grand génie à tous les genres. Le roman épistolaire, la poésie, les nouvelles, les contes évidemment, la critique également, l'art critique, critique littéraire, critique théâtrale, mais c'était aussi un homme d'idées. Il aimait beaucoup les histoires, c'était d'abord et avant tout un homme de la narration, mais quelques idées forces l'animaient. Et comme cette émission, évidemment, les idées à l'endroit est consacrée très largement aux idées, nous serons amenés, avec mes invités, à évoquer ces quelques idées forces de Pierre Gripari. Nous le ferons donc avec vous, Anne-Martin Conrad. Vous avez dirigé pendant plus de 10 ans l'association des Amis de Pierre Gripari. Oui. Vous avez très bien connu Pierre Gripari. Vous lui avez consacré un ouvrage que je montre à la caméra. Pierre Gripari, dans la collection Qui suis-je aux éditions Pardès, excellente collection bien sûr, et vous avez également consacré à Pierre Gripari un volumineux dossier H aux éditions de l'Âge d'Homme qui regroupe, conformément à l'esprit de la collection, un certain nombre d'études consacrées à Pierre Gripari, mais aussi de textes, de correspondances. Oui. Donc tout ceci, nous serons bien sûr amenés à l'évoquer de manière précise. Oui. Avec nous également Alain Pocard. Alain Pocard, écrivain bien sûr. Alors votre bibliographie étant considérable, je ne vais pas la donner en détail, ça n'aurait aucun sens. Je signalerai simplement parmi vos livres, j'aurais dû rester chanteur de rock'n'roll. Bien sûr. Votre autobiographie aux éditions Via Romana. Ouais. Je signale, c'est important, la réédition, il y a quelques semaines à peine, de votre roman Lazaret, aux éditions La Mouette de Minerve. Et c'est un titre d'ailleurs assez griparien. On peut y entendre des relents de contes d'ailleurs. Et vous avez également, c'est très important, publié il y a quelques années un recueil d'entretiens très vivant avec Pierre Gripari. Gripari, mode d'emploi, c'était aux éditions de l'Âge d'Homme, livre qui est difficilement trouvable aujourd'hui et dont on espère qu'il sera réédité. Mais pour ceux qui voudraient découvrir Pierre Gripari et puis lire également Alain Pocard, la réédition d'un grand livre de Pierre Gripari, Patrouille du conte, avec une préface d'Alain Pocard, et c'est aux éditions 7 Cavaliers. Là encore, cette réédition est tout à fait récente. Et puis avec nous, Raphaël Pajares, qui lui n'a pas connu Pierre Gripari, mais qui est un grand lecteur et un grand connaisseur de l'œuvre de Pierre Gripari. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général de l'Association des Amis de Pierre Gripari. Vous lui avez consacré plusieurs conférences que l'on trouve en ligne sur Internet par différents biais de vidéodiffusion. Je signale en particulier l'une des dernières, ou peut-être la dernière. C'était une conférence de présentation générale que vous avez donnée de l'œuvre de Pierre Gripari à la Nouvelle Librairie. C'était en janvier 2024. Exact. Et on la trouve aujourd'hui sur le site de l'Institut Iliade. Alors, Anne-Martin Conrad, je le disais, vous avez bien connu Pierre Gripari. Oui. Pourriez-vous nous dire brièvement, nous en tracer un portrait, pas exhaustif, c'est impossible bien sûr, mais quel type d'homme était Pierre Gripari ? Alors c'était vraiment un homme très particulier, un personnage au sens propre du terme. Moi je l'ai connu parce que j'étais libraire à l'époque, c'était la fin des années 60, il y a longtemps, et j'ai vu débarquer Pierre Gripari dans ma librairie. Et il avait il avait publié à la table ronde 3 livres, je crois, mais ça marchait pas du tout. La table ronde n'était pas une maison d'édition qui pouvait diffuser le genre de choses qu'il écrivait. Ils avaient une toute autre vocation. Donc, il avait du mal, mais ça ne lui enlevait rien de sa gaieté, de sa passion et de sa détermination absolument étonnante à être un écrivain et à écrire.
Ça, c'est quand même très important parce que l'image que l'on peut avoir de Gris Paris, je disais, j'ai repris bien sûr quelques titres, hein, Pierrot lunaire, enfin l'ami Pierrot, le Martien en exil, Pierrot la Lune, le côté rêveur, disons, hein, voilà, qui dominait. Mais il y avait chez Gris Paris, il y avait quelque chose d'un peu, entre guillemets, et ce n'est pas du tout péjoratif, mais de marginal. Il y a la vocation littéraire, mais il y a aussi une forme de déclassement, pourrait-on dire. C'est quelqu'un qui fait des études brillantes, hein, Hippocagne et Cagne à Louis le Grand, condisciple de Jean-François Lyotard, disciple, ou en tout cas auditeur des cours de Ferdinand Alquier, qui était un grand maître de la Sorbonne. Et puis, on sent qu'il veut tout sacrifier à la littérature et à l'écriture. Les circonstances historiques et personnelles et familiales l'ont aidé à s'extraire du monde. Et aussi, une chose très importante, qu'il raconte dans Pierrot la Lune, avec beaucoup de courage, de sensibilité, de discrétion, enfin, avec beaucoup de pudeur. C'est sa découverte de la découverte de son homosexualité. Donc, il se trouvait qu'à cause des événements des années 40, de la guerre, il était à la campagne. Sa mère est morte en 1942 d'avoir trop bu. Il trouvait que c'était la sorcière qui s'était noyée dans son chaudron. La sorcière viking, donc. Il disait qu'il était né d'une sorcière viking et d'un magicien grec. Et d'un magicien grec. Et le magicien grec, il était dans un autocar sur les bords de la Loire en 1944, qui a été mitraillé par des Américains. Et il s'est retrouvé avec un petit frère et tout seul, et il avait l'âge de passer le bac. Donc les circonstances l'ont vraiment aidé à ne pas être intégré dans la société quand tout s'est remis en place à la fin des années 40 et 50. Et à ce moment-là, la vocation d'écrivain s'est imposée à lui. Et il est resté un moment dans cette campagne où il a fait tous les petits boulots possibles pour survivre. Alors il était secrétaire d'un notaire. C'est là qu'il a appris à taper à la machine, ce qui était très utile pour son projet. Mais l'été, il faisait les moissons. Le samedi soir, il accompagnait au piano les bals populaires. Et après la guerre, au moment de la libération, il y avait vraiment beaucoup de travail dans ce domaine-là. Et alors, ça l'arrangeait très bien parce que comme ça, on ne remarquait pas qu'il n'invitait pas les filles à danser. Et puis, il est monté à Paris, mais dans il n'était pas du tout attendu, accueilli. Et voilà, alors il a continué à faire des petits boulots en écrivant et en cherchant à faire des choses qui n'occupaient pas tout son temps, qui ne lui prenaient pas toute son énergie pour pouvoir vraiment écrire. Et il a écrit une pièce qui s'appelait Lieutenant-tenant, qui s'est faufilée au milieu de ce qui se faisait à l'époque. Et elle a été jouée au théâtre Montparnasse. Et puis, il y a eu une très bonne critique dans Le Figaro, ça l'a lancé. Michel Déon est venu voir cette pièce, il a été emballé, ils se sont rencontrés. Michel Déon l'avait introduit à la table ronde. Et là, il a édité Pierrot la Lune, donc ce roman autobiographique, ce roman de formation, comme on dit, qui non seulement parle de son expérience personnelle et intérieure, mais aussi de l'ambiance de la France profonde, de la France de la province. C'était en l'occurrence près de Blois, sur les bords de la Loire, à l'époque de la Libération, avec tout ce qu'on peut imaginer comme découverte des sociétés humaines par un jeune homme qui était quelque peu innocent. Et puis, il leur a proposé après l'équipée de Phosphornologue, un recueil de nouvelles aussi, et puis les contes pour enfants, les contes de la rue Broca. Alors les contes de la rue Broca, ça, tout le monde les connaît. Tout le monde connaît La sorcière du placard à balai. Bien sûr. Et La sorcière de la rue Mouffetard. Alain Pocard, le Gris Paris que vous avez connu, le Gris Paris lunaire, ce Gris Paris un peu extraterrestre, c'est celui que vous avez connu également. Vous avez retiré les mêmes impressions? On ne pouvait connaître que celui-là. Il était entier, il ne se dissimulait pas.
Mais c'est drôle parce que votre émission s'appelle Les idées à l'endroit. Ouais. Or, une des caractéristiques de Gris Paris, c'est que toute son œuvre, ce sont des idées à l'envers, à l'envers des idées reçues. Et il avait quelque chose qui est fondamental pour comprendre son œuvre, c'est qu'il se disait toujours, et si c'était vrai? Par exemple, Anne vient de parler de Phosphore Noloque. Noloque à l'envers, c'est Colomb. Bon, un jour, il est dans un bistrot près du théâtre de la Huchette, et quelqu'un dit « l'Amérique n'existe pas ouais. ». Et si c'était vrai, et il écrit un roman qui s'appelle Phosphore Noloque, alors la Terre est plate et évidemment les bateaux tombent dans le vide. Je ne crois pas du tout, évidemment, à ce que la Terre soit plate, mais j'aimerais bien, car on serait privé des États-Unis d'Amérique. Mais cette idée du monde à l'envers ou à l'endroit, donc c'est aussi une idée qui n'est pas qu'humoristique, enfin qui va assez loin philosophiquement. Un Chesterton, par exemple, dans Un nommé jeudi, disait également que nous voyons les choses précisément comme ça quand on regarde à l'envers, mais qu'il faut les remettre à l'endroit. Enfin, il y a un mouvement à esquisser pour voir le monde tel qu'il est. Et précisément, ce que l'on pourrait appeler l'utopie ou le rêve, simplement, ou une forme de magie, permettent de voir le monde d'une manière complètement différente. Et c'est aussi, donc, peut-être, ce monde-là auquel les enfants ont d'abord accès. Vous parliez, Anne-Martin Conrad, des contes de Larry Broca, des contes de la folie Méricourt. Ce sont les titres que l'on a les plus en tête parmi ceux de Gris Paris, alors que la bibliographie, là aussi, est immense. Cette enfance du regard, c'est aussi caractéristique de Pierre Gris Paris. Cela explique son goût des contes, entre autres choses d'ailleurs. Mais c'est très important. Alors effectivement, tout est renversé, dans Patrouille du conte particulièrement, là, le livre qui vient de paraître et qui est un chef-d'œuvre de ce point de vue-là, dans sa construction et dans sa pensée. On va en parler. Mais dans ses œuvres pour les enfants, dans ses contes pour les enfants, c'est souvent le cas. Le gentil petit diable qui finit ange au ciel avec des ailes qui lui poussent avec des plumes parce qu'il a été trop sage, que ses parents l'ont maudit, etc. Et il voulait absolument être gentil, le gentil petit diable. Et c'est absolument délicieux comme histoire. Et c'est vraiment, là, la réalisation du renversement. Il y a aussi, dans les contes pour enfants, un conte qui est inspiré d'ailleurs de la tradition grecque, son pays d'origine, comme vous le disiez, qui s'appelle La légende de Saint Satan. Et là, c'est encore plus profond. C'est absolument magnifique comme histoire. Et là, ça nous ramène dans une émission sur les idées, tout court, à l'endroit ou à l'envers. C'est que c'est l'histoire de Satan, donc un enfant, un petit diable aussi, mais là, c'est le petit Satan. Et il s'ennuie parce qu'il n'arrive pas à faire assez de mauvaises actions en enfer. Et bon, alors, il est odieux avec ses parents, etc. Mais il a une adolescence difficile parce que justement, il n'arrive pas à se réaliser. Il n'est pas assez méchant. Ça va trop bien, quoi. Ça tourne. Oui, sa vocation. Alors un jour, il dit à son père Papa, donne-moi ta malédiction. Et il s'en va sur la terre. Donc, il arrive sur la terre, au milieu. Alors, d'abord, avant d'être envoyé sur la terre, on lui fait faire tous les sales boulots, c'est-à-dire chauffer le chaudron sous les damnés. Et puis, ça ne marche pas parce que l'inspecteur qui vient voir ce qui se passe découvre qu'il a un peu baissé le feu, qu'il est trop gentil. Il est négligent. Oui, qu'il est négligent. Alors, on l'envoie récupérer de l'anthracite dans les mines. Et puis, un jour, il donne un grand coup et la mine s'ouvre et il se retrouve dans le métro à Paris, au milieu des humains. Et c'est vraiment une situation... tout est comme ça. Et alors, le petit Satan du conte grec, donc, lui veut aller sur la terre pour se moquer des hommes, être très méchant avec eux. Et il décide qu'il va apprendre à peindre, faire son portrait, peindre une icône, et se faire adorer par les hommes. Et comme ça, les hommes adoreront Satan comme ils adorent Dieu. C'est le comble, évidemment, de ce qu'il peut rêver. Donc, il va voir un vieux peintre qui peint des icônes. Mais le vieux peintre, quand il le voit arriver, il est terrorisé, donc il ne veut pas. Alors, il revient 3 fois parce que c'est calculé. Je veux dire, le plan... Gris Paris est très fidèle à la forme conte. Donc, il faut qu'il y ait toujours 3 épisodes. Alors, un jour, il vient, le peintre est trop affolé, il ne veut pas le voir.
Sa femme lui dit « mais comment, on n'a pas d'argent ?» et tout ça. Alors le lendemain, il dit « bon, je vais réfléchir ». Puis le surlendemain, il dit « bon, bah d'accord ». Et puis sa femme peut aller au marché, acheter des tas de choses et tout, donc il est content. Et alors il lui apprend à peindre, mais ça ne marche pas. Ses tableaux sont pas, son portrait n'est pas beau et tout ça. Et il finit par travailler tellement parce qu'il veut porter son projet à son terme, qu'il finit par avoir de l'empathie pour les hommes qu'il veut humilier, qu'il finit par transcender son travail et par réaliser une œuvre. Et alors à ce moment-là, bon, bah, ça y est, c'est plus Satan. Voilà. Oui, la version a été accomplie. Absolument, en quelque sorte. Oui. Raphaël Pajares, vous qui êtes un jeune lecteur, mais assidu et exhaustif de Pierre Gripari, vous êtes également sensible à cette inspiration, disons enfantine, à cette inspiration plus directement ludique, bien que Gripari n'abandonne jamais le jeu, à commencer par le jeu de l'écriture. C'est quelque chose auquel vous êtes sensible? J'ai découvert Gripari par ses contes. Ah oui, à donc très jeune alors. Dans les années 90, en classe de 6e, le conte était au programme de l'Éducation nationale, d'ailleurs je crois qu'il y est toujours. Et à l'époque, on nous avait fait lire les contes de la rue Broca. Oui. Et c'est comme ça que j'ai connu Pierre Gripari. Et ce qui m'avait énormément plu à l'époque, alors évidemment, je n'avais pas l'âge pour mettre des mots et pour analyser ça, mais c'était des contes urbains. Et en réalité, on sortait des contes à la campagne, etc. Et là, on entrait dans la ville et on avait finalement des enfants qui nous ressemblaient. Ouais. Et ça m'avait énormément plu à l'époque. Et ensuite, je n'ai plus lu, je n'ai plus eu l'occasion de lire Pierre Gripari. J'ai découvert beaucoup plus tard, en lisant l'œuvre de Céline et puis de Marcel Aimé, et puis en lisant autour de leur œuvre, le nom de Pierre Gripari revenait beaucoup. Et je me suis dit, mais Pierre Gripari, c'est les contes de la rue Broca. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il avait écrit bien d'autres choses. Il y a une cinquantaine de livres à peu près qui ont été publiés. Et j'ai lu Pierrot la Lune, et après, je n'ai plus arrêté. Comment pourriez-vous définir les contes par rapport à ceux de Marcel Aimé, par exemple? On parle souvent, on l'évoque, c'est un peu nécessaire, enfin ce parallèle. Quelles sont les caractéristiques et les distinctions de l'écriture griparienne ou de l'esprit de Pierre Gripari? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Gripari appelait Marcel Aimé le patron. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'était sa référence. Il considérait que Céline était le plus grand écrivain du XXe siècle, mais il avait une préférence pour Marcel Aimé. Donc, je dirais que, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais on retrouve... Est-ce que c'est une incursion? Est-ce que l'imagination de Gripari est plus débridée, plus vaste? Enfin, est-ce que ça se joue dans ce registre-là? Oui, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que en tant qu'enfant, on s'identifiait beaucoup plus et on avait plus d'acquaintance dans les contes de la rue Broca par rapport à d'autres contes, les contes de Merlois ou même les contes du Chat perché de Marcel Aimé. On se reconnaissait beaucoup, enfin c'est en tout cas mon expérience, je me suis reconnu beaucoup plus. Les contes de Pierre Gripari me parlaient. Et d'ailleurs, c'est un livre qui m'a... De tous les livres que j'ai eu à lire dans mon cursus scolaire, en tout cas secondaire, je crois que ça a été le meilleur livre que j'ai lu, celui qui m'a vraiment le plus touché et dans lequel je me suis très, très investi à l'époque. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement... Il y avait cette sensibilité, effectivement, le fait qu'on se reconnaissait. Je ne saurais pas peut-être plus développé... Mais alors, justement, venons-en à cette réédition de Patrouille du conte, qui fait figure un peu, puisqu'on évoque le Gripari conteur, qui fait figure un peu quasiment d'art poétique. C'est un livre qui est inouï. Enfin, vous venez donc de le préfacer, Alain Pocard. C'est un livre qui, pour les lecteurs d'aujourd'hui, relate la plus grande actualité qui soit. Or, le livre n'est pas écrit d'hier. Il a été écrit en 82, un an après l'accession au pouvoir des socialistes, c'est publié pour la première fois en 83, et on est déjà dans le politiquement correct, mais c'est pas encore le wokisme. C'est ça, mais lui, il le voit, le wokisme. Alors pourriez-vous nous dire, Patrouille du conte en quelques mots, c'est quoi? Quelle est cette patrouille? Qu'est-ce qu'elle fait? Et pourquoi est-elle lancée comme ça dans les contes de fées? Alors c'est une patrouille on appelle aujourd'hui de préadolescents, c'est-à-dire entre 10 et 13 ans, qui est envoyé dans l'univers du conte pour le moraliser, pour éviter les mots. Par exemple, on ne dit plus un ogre, on dit un homophage, etc. Bon.
Et il faut surtout extirper des contes pour enfants tout ce qu'il y a de passé monarchiste et chrétien. Or, Gripari était fort peu monarchiste, pas très chrétien, encore que c'est plus compliqué. On viendra en parler, voilà, vraisemblablement, oui. Mais en tout cas, tout homme de culture sait que le passé de la France est monarchiste et chrétien quand même. Voilà, c'est ça. Et ça, il l'a pigé. Je voudrais quand même dire une petite chose avant. C'est que ce qui lui a vraiment donné l'idée, c'est qu'en 1975, il a présenté un recueil pour enfants qui s'appelait Prince Pipeau à une maison d'édition. La directrice littéraire lui a pris dans un premier temps, l'a invité à dîner, où là, il y avait un gourou démocrate qui lui a dit « Écoutez, j'ai lu votre livre. D'accord, c'est bien écrit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de rois et de reines? Nous sommes en République. » Non, c'est facile. Alors, réécrivez-le, on lui a dit ça. Alors, évidemment, c'était pas le genre de Gripari. Il a d'abord écrit en 75 l'année de parution de Prince Pipeau chez Grasset Jeunesse. Il a aussi publié dans un recueil de nouvelles à l'âge d'homme une nouvelle qui s'appelait « Il était une fois le président de la République ». La fille du président de la République, et où elle épousait un éboueur, parce que vous savez, c'était quand Giscard recevait les éboueurs à déjeuner. Et voilà, c'est-à-dire, et si c'était vrai, toujours ce système. Mais il débusque ce que le politiquement correct pouvait avoir et pourra avoir, et nous y sommes aujourd'hui en plein, et c'est démultiplié, ce qu'il peut avoir de fou. Enfin, la véritable folie se trouve là, dans cette volonté d'éradiquer les personnages des contes, l'arrière-plan imaginaire qui leur donne naissance. C'est fait partout. On réécrit les bouquins, heureusement pas encore en France, quoique j'ai l'impression. Et puis surtout, Walt Disney a ressorti 5 ou 3 dessins animés des années 40. Il n'y a pas de coupure, mais à la fin, il y a marqué « Attention, ces films reflètent des idées qui n'ont plus cours aujourd'hui. » C'est-à-dire qu'il est, dans le sens exact du terme, il a été visionnaire. Absolument. Il a vu vraiment les choses. Et, bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais vous savez, il y a une chose qui l'a beaucoup aidé. Je voudrais revenir un peu là-dessus. Parce pourquoi il écrit et pourquoi les écrivains écrivent? Pour écrire les livres qu'ils aimeraient lire. Et lui, comme il aimait beaucoup les contes pour enfants, il a écrit des contes pour enfants pour ça, et ainsi de suite. Et peut-être qu'une des clés de son œuvre, c'est qu'il est resté un enfant. Voilà, c'est ça. Et je me souviens très bien, par exemple, il y avait un cinéma avenue de l'Opéra qui s'appelait le Studio Universel, qui donnait des programmes de dessins animés. Et c'était 1h30 le programme, il y allait. Et il aimait beaucoup Droopy, vous savez, Droopy, le chien triste, là, il adorait ça. Comme quoi il était anti-américain politiquement, mais si les Américains produisaient quelque chose de bon, bon ben voilà, on ne refuse rien a priori. Voilà, c'est ça aussi, la liberté d'esprit. C'est une grande liberté d'esprit. Et d'ailleurs, je relisais, pour préparer cette émission, un ouvrage qui recueille un certain nombre de chroniques que Pierre Gripari a données à la revue Éléments. C'est paru sous le titre Devoir de blasphème, avec une très belle préface de Michel Marmin, et aux éditions du Labyrinthe. Et parmi ces chroniques-là, il y en a une donc, qui est consacrée à un livre de Claudio Muti qui s'appelle « Le symbolisme dans la fable ». Et c'est une critique assez nuancée de la part de Pierre Gripari, sur un sujet qu'il connaissait. Et c'est pour bien illustrer la liberté de Gripari. Donc il se félicite de l'existence de ce livre, enfin il dit pourquoi. Mais en même temps, il s'étonne en disant, mais pourquoi Claudio Muti n'évoque pas ou balaye du revers de la main les lectures marxistes et freudiennes des contes? Marx et Freud, et par là, par exemple, nous sommes dans le registre, dans ces années-là, qui est le plus politiquement correct. Mais il pouvait très bien dire, lui, Gripari, Marx et Freud, oui, on peut, pourquoi pas, y voir, dans la lecture qu'ils ont proposée, un certain intérêt, un certain éclairage. Donc, grande liberté de Gripari, qui l'empêchait, qui faisait qu'il n'était pas réductible et qu'il ne partageait absolument aucun des a priori en vigueur, de quelque côté que ce soit, dans le politiquement correct. C'est quand même assez rare pour être souligné. Alors, si vous le permettez, on a évoqué Patrouille du Conte, donc je songe à un autre titre de Pierre Gripari, Le Comte de Paris, de Paris, C-O-N-T-E. Et dans votre ouvrage... Paris, c'est Paris, hein. Oui, absolument, voilà. absolument. Et dans la biographie que vous avez publiée avec Jacques Marlou, Anne-Martin Conrad, vous citez la très belle dédicace de Gripari.
Je vais la lire, pas intégralement parce qu'elle est assez longue, mais elle donnera une idée de... Donc, Pierre Gripari écrit donc ce livre, le Conte de Paris, est tendrement dédié aux grands Sumériens, Akkadiens, Assyriens et Babyloniens qui inventèrent, élaborèrent et transcrivirent l'histoire de Gilgamesh, aux bardes d'Occident, aux moines d'Irlande et du pays de Galles, aux poètes de l'Eda, à celui ou à ceux qu'on appelle Homère, aux auteurs du Mahabharata et du Ramayana. Bon, et voilà, ça continue un peu comme ça. Ce sens de la narration, y compris d'ailleurs en allant du côté du registre biblique. Je n'ai pas été jusqu'à lire la référence au Deutéronome, mais elle est ce goût des histoires, ce goût de la narration, ce goût du langage chez Gripari, on a le sentiment qu'il est porteur d'un enseignement. C'est-à-dire que dire des histoires, les écrire, ça n'est pas neutre, ça n'est pas qu'un divertissement. C'est aussi un divertissement, on peut rire, on peut sourire, mais il y a dans les contes une grande sagesse. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. Enfin, oui, je vous en prie, absolument. Et c'était sa profession de foi, tout à fait. C'est ça. Était, on peut le dire au sens propre du terme, parce que même les religions étaient pour lui une source. Voilà. Ce qui l'intéresse dans les religions, c'est pas la transcendance, c'est pas la spiritualité, c'est la littérature, c'est les personnages. Exactement. Et Dieu prend des formes tout à fait. Alors, Alain Pocard disait qu'il était visionnaire, enfin vous aussi, et c'est très touchant et très émouvant parce que le dernier recueil de contes dont il a porté le manuscrit chez Grasset, c'était les contes d'ailleurs et d'autre part. Et tous les recueils qu'il avait fait avant étaient liés aux adresses qu'il habitait. Il était installé toujours dans un quartier, dans un lieu. Et il y a eu les contes de la rue Broca, les contes de la Folie Méricourt. Voilà. Le dernier, c'est les contes d'ailleurs et d'autre part. Et le livre posthume qui est paru l'année qui a suivi sa mort à l'âge d'homme, dont il avait remis le manuscrit à Vladimir Dmitrievitch, très peu de temps avant de mourir, s'appelle Monoméron. Et le premier chapitre, c'est l'histoire de sa mort. Bon, mais en fait, c'est pas triste, il n'est pas mécontent d'être mort. Déjà, il sort de l'église quand il est mort. Il se fait renverser par une voiture. Donc, il raconte ça. Et ensuite, il a un guide. On croirait qu'on est dans Dante Alighieri, dans la Divine Comédie. Il a un guide qui l'emmène, qui a créé, c'est un médecin des âmes, sans doute. Enfin, il a créé un panthéon, mais pas celui de la rue Soufflot. C'est un panthéon dans l'au-delà, où il soigne et il essaie de consoler tous les dieux que les hommes n'aiment plus, et donc qui n'existent plus ou qui sont dans un état pitoyable, l'ombre d'eux-mêmes, et qui récriminent et qui se plaignent, etc. Et alors évidemment, le plus beau rôle, c'est Jéhovah, et qui a du mal à se lever sur son lit, mais qui est content qu'on pense encore à lui, là qu'on lui amène quelqu'un qu'il connaît, qui sait qui il est, etc. Et c'est typiquement... la relation qu'il avait avec les religions, avec un mélange de moquerie, quelquefois il n'est pas tendre avec les religions, pas seulement le christianisme, et puis en même temps une tendresse énorme. Oui, c'est le Dieu comme personnage cardinal, si j'ose dire. Enfin, Dieu, et puis tout ce qui se passe autour. Et pour lui, l'angle de vue spirituel ou religieux, c'est des histoires et des personnages incarnés. Mais moi, je me souviens que quand il venait chez moi, il lisait énormément, bien sûr. Vous disiez qu'il se permettait une grande liberté d'esprit, mais elle était très assurée dans les arrières parce qu'il avait une culture absolument étonnante. Évidemment, il faisait que ça, lire et écrire, et le reste était très secondaire. Donc voilà. Je me souviens très bien, ça m'amusait beaucoup. Il arrivait chez moi et il s'installait et il commençait à parler des livres qu'il avait lus, la plupart du temps. Et on avait l'impression qu'il avait rencontré les personnages au coin de la rue. C'était complètement... C'était le véritable monde réel. Il les avait rencontrés, puisque tout ce qui... c'est... Oui, c'est aussi cette inversion-là. C'est-à-dire que ce que nous prenons, nous, pour de la fiction est en fait le réel. Et donc ces personnages, ces écrivains, y compris les plus anciens, et quelles que soient les civilisations d'ailleurs. Est-ce que c'est à mettre en relation avec le goût qu'il avait de la musique également ?
Est-ce qu'il y a là une forme d'universalité du langage, en quelque sorte, dans la narration et dans l'histoire? Oui, et puis c'est évidemment la musique, on peut l'écouter même si on ne connaît pas la langue, même l'opéra. Voilà, tout à fait. Mais quand je l'ai connu, il s'intéressait à la musique en général, et d'ailleurs il était, je pense, je n'ai jamais pu m'en rendre compte vraiment, mais il n'avait pas de piano, évidemment, dans sa carré, comme il disait, mais il avait bien joué du piano, en tout cas. Et puis, à la fin de sa vie, il était vraiment très, très passionné par l'opéra. Alors, évidemment, parce que l'opéra raconte une histoire. Et quelle histoire? Alors là, pour être invraisemblable, ça l'est. Et pour être plus vrai que le vrai, ça l'est. Ouais. Et donc, il était vraiment... l'opéra, il vivait très pauvrement, hein, à certains moments, bon, pas les dernières années de sa vie, non, grâce aux contes pour enfants, et il vivait pauvrement, mais normalement. Mais il y a eu des périodes avant où ce n'était pas le cas, mais n'empêche, il s'offrait chaque année un abonnement à l'opéra, et il prenait toujours 2 places pour inviter ses amis. Oui, ce qui est très généreux. Oui, il était très généreux. Mais il allait à l'opéra en sandales, avec un pantalon qui tenait avec une ficelle, même quelquefois. Enfin, et pour le bas du blue jean, des agrafes. Voilà, c'est légendaire. Il travaillait, il faisait des petits boulots pour la niche et la pâtée, comme il disait. Oui, sauf qu'à la fin, avec les contes pour enfants, alors on a appris, et c'est là peut-être que c'était un vrai chrétien, car le vrai chrétien n'est pas celui qui fait l'aumône, c'est celui qui n'en parle pas. Oui. On a appris quand il est mort qu'il distribuait l'argent aux pauvres. Mais parce que il distribuait, enfin c'est une façon de parler, distribuer l'argent aux pauvres. La formule est tout à fait bonne, mais c'était quand même des... Il avait une vraie générosité, oui, c'est vrai. Il ne donnait pas au secours machin, voilà, au truc, non. Mais il était très, était très généreux. Et il faut dire que les années passant et les habitudes étant prises, tout l'embarrassait de ce qui étaient les objets, les biens, quoi. Il voulait se délester. Il achetait des livres pour les lire, et puis il les donnait tout de suite. Moi, j'ai beaucoup dans ma bibliothèque de livres qu'il m'a donnés. Je voudrais revenir sur 2-3 petites choses, parce que vous avez peut-être fait une erreur là. Oui. Alors d'abord, je trouve que le titre « Devoir de blasphème » qui a été donné après la mort de Gripari est un titre idiot. Parce que devoir, ça veut dire que c'est une obligation. Or, il n'y a pas de devoir de blasphème, comme il n'y a pas une interdiction de blasphème. On fait ce qu'on veut. Bon. Et ceux qui blasphèment sont les croyants. Mais je reviens sur Freud. Oui. Car Gripari était quelqu'un qui n'avait pas d'a priori. Voilà. Il me disait, la psychanalyse, notamment la psychanalyse opérative, c'est-à-dire d'aller voir un psy et tout, il trouvait ça complètement couillon. Bien sûr. Mais il disait, Freud est très agréable à lire. Et par exemple, Moïse et l'invention du monothéisme est un livre qui le remplissait de joie. Mais ça se comprend. Et je vais même plus loin, c'est que je trouve que dans Patrouille du Comte, alors, il n'est plus là pour nous en parler, je trouve qu'il y a un... c'est un livre jungien, peut-être à son insu même, car il y a plusieurs fois où on parle des archétypes, et c'est pas nommé sous ce nom, mais des archétypes, des symboles qui sont là depuis longtemps, et que les chasser pour se faire plaisir à soi, en fait, est une destruction de nos âmes. Mais évidemment. Et même s'il n'utilise pas tout à fait un langage trop religieux, mais c'est ça, c'est un livre jungien, en fait. Oui, on peut parfaitement le voir de la sorte, c'est vrai. Oui. Et dans Patrouille du Comte... Il faut noter aussi que l'histoire de Cendrillon s'arrange très bien parce que Cendrillon a une tante psychanalyste qui l'a guéri de ses névroses. Et... Non, mais ça, il était tout à fait contre. Et il disait Freud est très agréable à lire. Et c'est vrai que Jung est assez ennuyeux à lire, mais Freud est très agréable à lire. Oui, il y a un classicisme freudien de l'écriture qui est tout à fait... Et on peut parfaitement comprendre que qui aime les histoires aime Freud aussi pour ces raisons-là. Et en particulier Moïse et le monothéisme. Enfin, c'est tout à fait... Alors, Raphaël Pajares, vous avez rencontré Gripari donc très jeune, au collège. Mais le Gripari... À travers ses livres. Voilà, à travers ses livres. Jamais en personne. Absolument. Malheureusement. L'évocation que l'on vient de faire, une première évocation, en tout cas, de cette vision de Gripari, on y pénètre à peine, de la sagesse, disons, de la sagesse des contes, et puis éventuellement aussi de la sagesse des narrations et des personnages. C'est quelque chose à quoi vous êtes sensible, vous, dans son œuvre? Oui, absolument. Je voudrais parler d'un conte. Alors d'abord, je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Anne, c'est-à-dire qu'en fait, il avait vraiment un bagage derrière. Vous citiez tout à l'heure le conte de Paris. Oui. On pourrait citer aussi Patrouille du Comte ou ses propres contes. Oui. On voit que c'est quelqu'un
quelqu'un qui avait lu. Il y avait vraiment une charpente, c'était extrêmement solide. Et toutes les littératures, enfin, les littératures du monde. Et en plus, il a touché à tous les genres, parce qu'il a écrit des contes, des pièces de théâtre, des essais, des romans, des nouvelles. Il a vraiment touché à tout, c'est absolument incroyable. Et pour revenir à votre question, excusez-moi, j'ai oublié ce que non, je me demandais si le Gris Paris, donc, qui est pour la sensibilité, qui plus entre guillemets, même si les séparations sont absurdes, mais le Gris Paris que l'on peut lire et dont on peut comprendre qu'il tient un discours un peu plus éloigné que le discours à destination des enfants ou enfantins, donc celui des contes. Mais le Gris Paris de ces idées forces que j'évoquais au début, avec un arrière-plan, je mets le mot avec beaucoup de guillemets, plus philosophique, c'est quelque chose à quoi vous êtes sensible, qui vous requiert aussi dans votre lecture de Pierre Gris Paris? Oui, absolument. Je voudrais citer justement un conte, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, qui m'a beaucoup impressionné, et je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dedans. C'est l'histoire, je crois que c'est dans Contes d'ailleurs et d'autre part, qui est son dernier livre qui a été publié de son vivant en septembre 90 aux éditions Grasset, juste avant qu'il décède. Il y a l'histoire d'un petit garçon qui ses parents l'emmènent vivre dans une ville au bord de la Loire. Et en fait, ce petit garçon, il voudrait vivre au bord de la plage. Et en fait, il prie, enfin, il supplie ce qui lui sert de ciel, on va dire, pour que la mer vienne à lui. Et en fait, le village va déménager un soir. Il va déménager et il va aller au bord de la plage. Et le conte se termine comme ça. Et il y a une telle profondeur, une telle sagesse. Ça m'a beaucoup marqué. C'est très beau. Je regrette peut-être de ne pas... Bon, on ne peut pas regretter ce qu'on n'a pas fait avant, mais peut-être de ne pas l'avoir lu plus tôt, ce conte-là, parce que je l'ai découvert très tard, bien après les contes de la rue Broca. J'avais déjà plus d'une trentaine d'années. Et c'est vraiment un conte qui m'a énormément marqué. Je trouve qu'il y a justement énormément de sagesse dedans, d'intelligence aussi. Tout à fait. Et voilà. Ce conte s'appelle Le voyage de Saint Déodat. Merci, le Saint Déodat. Et en fait, il est inspiré par c'est Dieudonné. Hein, oui. Aussi. Et il est inspiré par ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, son adolescence, enfin sa jeunesse, quand il vivait près de Blois, dans un village qui s'appelle Saint-Dié. Et où on est allé visiter sa maison, Alain Pocard et moi et d'autres griparistes dans les années 90. Oui. Et ce qu'il raconte, évidemment, un village qui déménage au bord de la mer, c'est pas possible, mais tous les détails sont exacts, y compris le jardin de cette propriété, donc qui appartenait à ses parents, à son père, et qui va vers la Loire avec une espèce de terrasse. C'est absolument ça. Ce qui est incroyable, donc, c'est qu'il y ait cette minutie dans la description réaliste. Et de voir à quel point le réalisme qui s'accomplit s'accomplit dans une forme de surréalité en quelque sorte. Absolument. Il joint les deux bouts en quelque sorte, Gris Paris, dans ce registre-là. Raphaël Pajarès, si je peux rebondir, lorsqu'on voit ce qu'était la boutique de Papa Saïd, la rue Broca, il y a un reportage qu'on a publié sur notre page Facebook. Enfin, c'était un endroit, mais c'était un taudis, c'était un endroit et c'est incroyable de voir à quel point dans son livre, il a transformé cette épicerie buvette, comme il l'appelle, qui a c'est un taudis, il n'y a pas d'autre mot, en quelque chose de merveilleux. À quel point son imagination est tant fertile. Alors, lorsque j'ai vu pour la première fois ce qu'était vraiment l'épicerie de Papa Saïd au 69 de la rue Broca, je me suis dit, c'est incroyable. Je n'aurais jamais cru qu'en fait, un tel lieu lui avait donné une telle inspiration. C'était un taudis, il n'y a pas d'autre mot. Je ne sais pas si personnellement je me serais assis pour aller boire un café. C'est le magicien, et c'est la transfiguration des lieux, et le stylo devient baguette magique. Enfin, ou le 48 rue de la Folie-Méricourt, où il transforme le petit restaurant qui s'appelait Chez Dany, où il allait manger en bas de chez lui, qui était une gargote. Et il le transforme dans un de ses contes qui s'appelle Les Déménageurs, dans les contes de la Folie-Méricourt. Et c'est là qu'on voit aussi à quel point, pareil, son imagination est tant fertile. Justement, on a l'impression d'entrer dans un endroit qui est tout propre, merveilleux, alors qu'il s'agissait d'une gargote de quartier pas très propre, visiblement. Quand on voit les photos de l'époque, ces endroits-là, évidemment, n'existent plus. Hein. On peut toujours aller sur les lieux, évidemment, mais on voit, enfin, il reste un local, enfin, il y a d'autres commerces qui ont pris la relève derrière, mais ces lieux étaient vraiment des endroits très, très pauvres à la base. Il a vraiment tout transformé de par son imagination, c'est incroyable. Oui, c'est le génie littéraire, ça, de l'inspiration. C'est ça.
Alors, Gripari, on le voit, bon, on peut rire, on peut sourire, mais on peut penser aussi avec Gripari. Hein. C'est un homme qui est porteur de tout un arrière-plan de réflexion, qui a une vision du monde, une vision de la vie. J'ose pas employer le grand mot de métaphysique, mais enfin, il est l'auteur de ce livre, de cette anthologie, qui est l'Évangile du rien. Hein. Oui. Il faut en parler parce que ça paraît très étrange que le même auteur ait été celui des Contes de la rue Broca et puis d'une méditation comme ça, qui est très belle bien sûr, mais sur cet arrière-fond qui est fait de quoi? Qui est fait de rien, qui est fait de vide, qui est fait d'une plénitude, d'une vacuité. Gripari est hanté, à certains égards, par la question du divin. Comment se manifeste-t-elle cette question-là? On a vu que les textes sacrés, les grandes épopées, la Bible, les grands textes saints, disons, sont aussi des matières à réflexion, à mise en scène. Oui. Mais enfin, l'esprit, l'âme de Gripari veulent aller plus loin. Il y a une grande interrogation. Alors, il y a une réponse, il y répond. Hein. Il ne s'agit pas du tout de définir Gripari comme il n'était pas. C'était pas un croyant. On va en parler, Alain Pocard, justement. Quelle est votre idée là-dessus, justement? C'est Volkov qui a dit la vérité sur Gripari. Ouais. Vous savez, on dit toujours quelqu'un est croyant par le désir, et Volkov disait il est croyant par la haine. Je trouve ça très beau. Pas mal. Mais vous savez, dans son anthologie du rien, par exemple, il cite, alors il aimait beaucoup les gnostiques juifs, les kabbalistes, les gnostiques musulmans, les soufis, et parmi l'évangile du rien, il cite même un texte de Staline, c'est-à-dire c'est l'ouverture d'esprit totale. Quoi. Et Kipling, et il termine par Kipling, if. Si tu bien seras sûr, un homme, bien mon sûr. fils, qui est un texte... Oui, et puis il cite aussi Maître Eckhart, enfin... justement. Voilà, donc il y a... Avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect, avec beaucoup de précision. Ouais. Alors, je pose la question d'une manière un peu... qui est presque un peu technique, mais il y a une forme de théologie négative chez Gripari. Pourquoi, indépendamment du versant épique, donc narratif, des grands textes, pourquoi se dirige-t-il vers... Pourquoi a-t-il un souci spirituel ou un souci métaphysique? Qu'est-ce qu'il veut? Après tout, quand on est athée, et qu'on l'est de manière tout à fait rudimentaire, élémentaire, Dieu n'est même pas un personnage. À quoi bon discuter du personnage divin? Pour Gripari, c'est un personnage, et c'est un personnage qui ouvre aussi des horizons. Oui, et puis là, je ne veux pas lui faire injure, il se disait lui-même athée, hein, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais pour moi, non, ça il n'était pas athée parce qu'il était très préoccupé de Dieu dans son existence et dans sa non-existence. Il y a une nouvelle qui s'appelle Dieu, qui est très très profonde et très belle. Ça se passe dans le régime communiste. À la plus belle époque de l'Union soviétique. C'est un jeune philosophe qui sort de l'école, enfin qui est tout innocent, et à qui le parti demande, comme il est très brillant, d'écrire un essai pour prouver la non-existence de Dieu. Et donc, il remonte les manches, il se met au boulot, et puis il se rend compte qu'il n'a pas trop d'idées, il ne sait pas trop comment il va s'y prendre. Et en fait, il n'a reçu aucune éducation religieuse, il ne connaît absolument rien même de l'aspect humain de la religion. Et on lui conseille de lire la Bible. Mais la Bible, on ne la trouve pas parce qu'elle est interdite. Alors il finit par en trouver une, dans une cachette très, très, très bien cachée. Et puis, donc il lit la Bible, mais ça ne l'avance pas beaucoup plus. Enfin, il se passe un certain nombre de rencontres et de choses. Et il se remémore que quand il était enfant, tout petit, son grand-père, qui avait connu d'autres époques avant la Révolution, le faisait sauter sur ses genoux et lui chantait plus exactement une comptine qui disait « Dieu est un petit bonhomme tout bleu qui fume sa pipe au coin du feu ». Et ça lui remonte à l'esprit. Alors, il fait son essai du plus honnêtement du monde et puis il le porte aux fonctionnaires. Et il avait terminé, comme il n'était pas très content de sa démonstration, il avait terminé en disant « Je me suis remémoré que quand j'étais enfant, voilà, c'était ça », une citation absolument ridicule, qui n'est pas du tout philosophique, etc. Et l'autre lui dit « Ah ben non, ça ne va pas, il ne faut pas garder ça ». Enfin bon. Et
tout ça mûrit et à la fin, bon, il se rend compte que c'est parfaitement inutile, que ça n'a pas de sens et il se suicide. Mais ça veut dire Dieu n'existe pas, mais il est. Oui, bien sûr. C'est exactement la formule qui convient. Et je pense que pour Gripari, c'est quelque chose qui marche à côté de lui toute sa vie, ça. Voilà, en permanence. Enfin, ça l'accompagne de manière presque comme un ange. Alors, quelquefois, ça excite son sens du paradoxe. Et il est, bien sûr. Avec l'Évangile, par exemple, il est extrêmement sévère. Il considère que Jésus n'est pas un personnage crédible. Falot, disait-il. Qu'est-ce que tu dis? Falot. Il qualifiait Jésus de personnage falot. C'est comme ceux qui voyaient une forme, une variante du Bouddha, un Bouddha qui aurait été occidentalisé. Même pas. Je crois qu'il préférait le Bouddha au Christ. Mais on ne sait pas trop ce qu'il préférait ou pas, parce que c'est quelque chose qui est... C'est quand même l'Ancien Testament qui était son préféré. Oui, il préférait l'Ancien Testament. Et le livre des rois, il avait une passion pour Salomon, par exemple. Mais si on parle aussi de sa pensée en dehors de la littérature, franchement, il est animé constamment de ce souci. Alors, les vertus théologales, bon, la foi, elle ne lui est pas donnée. Bien sûr. La charité, ça, pas de problème, il l'avait très bien. Alors, l'espérance, ça, non. C'est quelque chose qu'il refuse absolument. Voilà. Tous les assassins voient l'avenir en rose, dit Céline, il est de la même école. Voilà, exactement. Et là, il fait tout, il dit... il faut apprendre à désespérer de bonheur. Enfin, il a des formules comme ça qui sont extrêmement violentes contre toute forme d'illusion, d'espérance, pas seulement dans la vie éternelle, mais dans l'avenir, dans l'humanité. Alors, c'est un peu ce qu'on dit toujours de Céline, qu'il y a une cruauté dans la description des humains, mais qu'en même temps, il y a une tendresse énorme. C'est ça. Oui, Céline met de fin des pauvres. Les masses et l'individu, ça fait deux choses différentes chez Gripari. Ce qui lui permet... Oui, je vous en prie. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les exemples que donne Anne, ce sont des exemples plutôt poétiques de l'œuvre de Gripari. Or, il y a une autre valeur exceptionnelle, et il me le disait. Il me disait Kafka est comique, Sade est comique, et Gripari est comique. Et sur le communisme, il a fait une nouvelle exceptionnelle qui s'appelle Le vampire de la place rouge. C'est-à-dire, Staline découvre que Lénine est un vampire. Alors, il tue avec un pieu dans le cœur. On le met sur la place rouge dans un bunker, vraiment gardé par des hommes pour qu'il ne s'évade pas. Malheureusement, Lénine a fait des petits, donc Staline est obligé d'aller dans le monde entier pour tuer des léninistes et des trotskistes. À coup de piolet, j'imagine, comme avec Trotsky. Ah bah oui, mais voilà, c'est exactement ça. Et on oublie une dimension aussi chez Gripari, c'est qu'il n'a jamais écrit de pamphlet, mais des petits textes, mais il y a toujours un côté pamphlétaire dans par exemple, pour moi, celui qui est peut-être son plus grand roman, et pour vous aussi, qui est Frère Gaucher, Le voyage en Chine. Toi aussi. Pas toi, non, j'ai pas été sensible. Il y a du pamphlet. Et il y a un texte. Alors, il faut parler aussi de Gripari parlant des autres écrivains. Ça, c'est important. Oui, allez-y. Et il y a un texte où il assiste à la télévision, à l'apostrophe, où il y a Solzhenitsyn et Jean Daniel du Nouvel Observateur. Et c'est une merveille. Il dit, Jean Daniel lui dit, mais on vous aime beaucoup, monsieur Solzhenitsyn, mais vous devriez quand même soutenir le Vietnam. Et la phrase de Gripari est exceptionnelle. Il dit, ils vont la voir. Jusqu'à présent, il n'a eu affaire qu'à des communistes qui sont des brutes, mais qui sont d'une grande franchise. Mais avec les sociodémocrates, ils vont la voir. La ligne d'après, non, ils ne l'ont pas eu. Le grand Solzhenitsyn, etc. Mais il faut tout lire de Gripari, il faut tout lire. Voilà. Alors, justement, il y a ce rire et ce sens du comique. Quand on parle de Gripari, on le qualifie souvent, et peut-être même celui qui s'est qualifié ainsi, de pessimiste joyeux. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. C'est une manière juste d'appréhender son œuvre et l'homme qu'il fut. Et donc, pessimisme joyeux, et peut-être aussi, ce qui revient au même, mais avec des mots plus philosophiques, un tragique solaire, en quelque sorte. Il y avait cet esprit-là. Tragédie de la vie, donc la mort est un terme fini, enfin la limite humaine, la mort, la limite. Mais en même temps, le soleil est là, y compris le soleil des œuvres, le soleil des livres. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quelque chose qui le caractérise? Alors,
Moi, effectivement, je ne l'ai pas connu personnellement, donc je ne peux pas m'avancer mais sur ce terrain-là. Mais à travers la lecture de l'œuvre, oui, bien sûr, absolument. D'ailleurs, c'est comme ça que commence l'Évangile du rien. En gros, je l'ai lu il y a déjà beaucoup de temps, mais en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a plus rien à attendre, mais il faut vivre, il faut bien vivre. Donc, soyons... Voilà, soyons... Il faut créer, effectivement. Mais à quelque niveau que ce soit, pas forcément une œuvre artistique ou littéraire, il faut être soi-même et se réaliser, quoi. C'était sa morale. Et il est très moraliste, hein, c'est un grand moraliste, oui, absolument. Paris. Mais bien sûr. Et ça, que ça soit pour les adultes ou pour les enfants, ces contes, il n'y a pas de morale comme dans les contes classiques. C'est pas exprimé comme ça, mais tout est... Oui, il a un regard de moraliste, bien entendu. Il y a un recueil, d'ailleurs, de traits ou d'aphorismes. Reflets et réflexes. C'est paru de mémoire en 81 ou 82. À l'âge d'homme aussi, je crois. À l'âge d'homme, absolument. D'ailleurs, ça fait partie des livres qu'il faudrait republier. Exactement. Après Patrouille du Conte, c'est extraordinaire. Reflets et réflexes. Oh, chef-d'œuvre. Très bon. Voilà. Très, très bon. Et vous savez, un truc pour toutes les histoires de gosses maltraités et tout, il dit, les enfants, quand ils sont en bande, ils s'organisent sur le modèle de la meute avec mâle dominant. Parce qu'il raconte dans Pierrot la Lune, à 11 ans, il se faisait casser la gueule par des gosses. Oui, tout à fait. Et il se mettait en boule, évidemment, pour avoir le moins de coups possible. Et les salopards de gosses, tous les gosses sont des salopards quand ils sont en bande, hein. Et il disait, il l'appelait l'homme caoutchouc, l'homme élastique. L'homme élastique, voilà. Alors, il nous reste très très peu de temps. On a commencé à aborder, vous avez donné un titre, mais vous pouvez en donner un autre, Alain Pocard, le livre à lire de Pierre Ripari pour qui voudrait découvrir Ripari, en dehors de la réédition, donc aux éditions 7 Cavaliers de Patrouille du Conte. Commencez par là, et puis après aller sur Internet, et Reflets et réflexes, Frère Gaucher ou le voyage en Chine. Frère Gaucher, moi je le mets comme un chef-d'œuvre. Voilà, absolument. Alors, Raphaël Pajarès. Moi, je rejoins ce que Ripari disait en 78 chez Jacques Chancel. Pour moi, c'est Pierrot la Lune. Pour moi, toutes les clés de son œuvre sont dans Pierrot la Lune. C'est vraiment la porte par laquelle il faut rentrer dans son œuvre, c'est Pierrot la Lune. Voilà. Je rejoins donc ce que disait Pierre Ripari à l'époque. Je suis tout à fait d'accord, puisque moi-même, après les contes de la rue Broca, je suis rentré dans son œuvre par Pierrot la Lune et j'ai pu arrêter. Très bien. Vraiment. Et dans lequel il raconte quand même son premier amour avec un grand chanteur français célèbre. Oui, tout à fait. Dont Raphaël Pajarès n'a pas voulu donner le nom, mais en fait, il le donne dans une conférence que l'on peut trouver sur Internet. Voilà, donc, je donne. Et on pouvait le dire, il est mort de toute façon. Et puis c'est vrai. Oui. Alors, Anne-Martin Conrad, un titre, c'est vraiment cruel comme exercice. Mais, oui, c'est très cruel, mais on va dire l'Évangile du rien. Ah, c'est celui-ci que vous mettriez... c'est pas forcément la mise en bouche de l'œuvre de Ripari, mais moi j'ai une grande tendresse pour ce livre et je le relis. Absolument, très bien. De temps en temps. Bien. Anne-Martin Conrad, Raphaël Pajarès, Alain Pocard. Regardez le site Ripari. Alors, bien entendu, le site et puis la revue, j'imagine, enfin, l'association des amis de Pierre Ripari. Alors, on a un bulletin. Les bulletins, voilà, c'est ce que je veux. On a un bulletin. On peut se le procurer. On peut trouver l'adresse Internet sans absolument, oui. Les gens peuvent nous écrire, on leur envoie, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a les films de Gérard Courant sur Ripari sur ton site? Alors, on peut les trouver sur YouTube, mais ils ne sont pas sur notre site, je crois, pour des problèmes de droit d'auteur. Bien, non, je crois pas. Merci beaucoup pour cette présentation inspirée, invité, jeune homme. avec joie, et à très bientôt pour une nouvelle émission des idées à l'endroit. Merci à tous.